Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir dans Ça fait débat sur Télé Sud et News sur numéro 23 désormais. Bienvenue à vous tous, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Je vous le rappelle à vous tous, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF Débat. Nous allons tenter de commenter l'actualité qui a surtout secoué la semaine. Allez, au sommaire, au menu, découvrons cela tout de suite en images. La rencontre entre Barack Obama et le roi Mohamed VI, donc le roi du Maroc, c'est une première. Comment définir les relations entre le Maroc et les États-Unis ? Est-ce que finalement elles sont évoluées depuis ? Laurent Gbagbo à la CPI, 2 ans déjà. Le 11 novembre dernier, la CPI a décidé de maintenir Laurent Gbagbo en détention. Pourquoi ce choix ? A-t-elle raison ? Et puis on parlera notamment de l'indépendance de la CPI et puis cette proximité qu'elle a avec les chefs d'État africains. On en parlera tout à l'heure. Le troisième sujet qui a retenu toute notre attention, notamment, c'est au Burkina Faso. Conférence, communication, paix et démocratie en Afrique. Le défi des médias sur le continent, on en parle bien sûr et ça nous intéresse. Et enfin, dernier sujet. Alors, souvenez-vous, elle était ici même, elle avait débattu avec nous, notamment avec Ekli Melouli et Gabrielle Barga. Souvenez-vous d'elle, cette journaliste franco-tunisienne, Inbedeb. Elle est retenue, elle est condamnée en Tunisie avec le rappeur Mané, où on a eu la liberté d'expression et puis on la soutient. Et si elle nous regarde ce soir, bien sûr, elle a tout notre soutien, Inbedeb. On t'embrasse très fort et puis on va parler de toi tout à l'heure. Et enfin, en dernière partie de cette émission, c'est-à-dire la seconde partie en réalité de cette émission, nous recevons Christian Vabé, qui est le président du Rassemblement du Peuple de la Côte d'Ivoire, alternative crédible, mais surtout on le reçoit parce qu'il est le fondateur du journal Ivoire Business. Vous savez, cette affaire de ce journaliste ivoirien assassiné, on en parle tout à l'heure en seconde partie de cette émission. Voilà, vous savez, le dicton n'a pas changé, ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Un petit mot quand même à notre chargé de production, il y a Laura, Moussem, il y a aussi Raphaël Morgesten qui on souhaite un bon anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Notre coordinateur technique. Voilà, donc bon anniversaire Raphaël. C'est pour ça que Gabi est arrivé un peu en retard, parce qu'il est en train de fêter ça encore. Voilà, c'est pour ça, exactement. Chaque fois qu'il y a une fête ou un voyage, Gabi est dedans. J'adore. Et puis aussi, j'aimerais faire un clin d'œil, parce que les moyens techniques qui sont là désormais, et tout ce que vous voyez, ce jeu de lumière, ces télévisions derrière vous, c'est aussi grâce à Valerio Truffa. Donc bravo aussi à son travail. Voilà, il faut savoir les féliciter au son Carole. Chapeau un peu voilà, parce que absolument. chapeau, au maquillage Janine. Bref, toute l'équipe, Serge aussi également. Merci à tous, cette équipe, cette belle équipe avec laquelle on s'entend très bien. Et Julie, je l'avais oublié, effectivement. Allez messieurs, premier sujet, la rencontre avec Barack Obama et le roi du Maroc. On va découvrir les images. On n'y était pas, bien sûr, mais on va découvrir les images qui défilent derrière nous. Le roi Mohamed VI et Barack Obama, le président des États-Unis. Comment on peut définir ces relations entre le Maroc et les États-Unis ? Finalement, ma première question, est-ce qu'elles ont évolué ? Est-ce qu'elles ont tant évolué que ça ? Gabrielle Barga, vous ouvrez la séance. Allez, c'est parti. On regarde les images avant ou on... Même pas, non, même pas parce qu'on n'y était pas. On n'était pas sur place. Mais on a des images qui défilent derrière nous, qu'on découvre à l'antenne. Les États-Unis ont des relations avec le Maroc comme étant un pays important. De longue date. Oui, de longue date, de très longue date, comme étant un pays important de l'Afrique du Nord, important par son poids politique, par son poids spirituel et par une espèce de stabilité qui a souvent duré au Maroc. Et puis le roi du Maroc, il avait un prestige personnel qui faisait en sorte qu'on pouvait traiter avec lui. Et puis le Maroc, c'est quand même un pays... Surtout avec le règne d'Hassan II, on s'en souviendra. Exactement. Et puis le Maroc, c'est un pays qui a quand même financièrement une assise, une respectabilité au niveau international. Donc ça, c'est normal d'avoir des relations avec tous les pays, et en particulier avec ceux qui comptent. En Afrique, le Maroc est un poids lourd, l'a toujours été. Donc le Maroc est important pour ses raisons politiques et économique. Maintenant, il y a toujours des relations stratégiques avec les États-Unis. Oui, finalement, parce que après, je distribue la parole avec les États-Unis, avec les Melouli peut-être, Toussaint Alain, Loïc Mbonjo. Oui, quelle signification, elle a quoi cette portée finalement de cette rencontre-là ? Est-ce qu'elle a une portée ? Est-ce qu'elle a une signification avec les Melouli ? Bien sûr, je pense qu'effectivement, Mohamed VI a envie de reprendre un peu du poids politique sur le territoire. Et cette histoire, quand même, elle date d'il y a longtemps. C'est-à-dire que le Maroc a toujours été plus proche des États-Unis. Quand l'Algérie, par exemple, son voisin, parce que les géants sont là aussi, était
était, elle, plus proche de l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire que dans les non-alignés, etc. Donc effectivement, les pays occidentaux avaient besoin de leurs portes sur l'Afrique, et c'était les portes de l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, M6 sent qu'effectivement, il va y avoir des enjeux internationaux importants, avec des choix importants. On le voit bien dans le pays, effectivement, avec la montée des islamistes, politiquement, etc. Et donc, il a besoin de recréer des liens avec ses alliés historiques pour reprendre un peu la main politiquement sur ce territoire. Il n'a pas envie de se placer, justement. On a le sentiment parfois qu'il essaie de se placer en tant que leader africain du continent africain. Loïc Kambodjo et après ensuite tout ça. Jeune, hein. Il est encore jeune. Kadhafi, il était effectivement il y a très longtemps. Hein. Loïc. Oui, moi je pense que je partage un peu l'analyse qui a été faite là. Hein. Je pense qu'il y a une volonté de se positionner comme un leader aujourd'hui au cœur de la stratégie américaine au Moyen-Orient. Hein. Donc il faut savoir que les Américains font quand même face aujourd'hui à une concurrence russe hein, dans leur stratégie aujourd'hui. En tout cas au niveau il y a ce qu'il y a toujours eu, c'est historique. Oui, mais sauf que l'Égypte ne s'était pas autant rapprochée de la Russie que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a besoin d'un leader. Mais ils ont perdu la Libye aussi, donc si vous voulez, ça bouge un peu sur la carte. Ils ont perdu la Libye parce qu'aujourd'hui, le fait que le leader Kadhafi soit plus là fait que bon, il y a la possibilité de positionner un leader. Et du moins le Conseil qui est là aujourd'hui, le président du Conseil, il n'est pas anti-américain. Mais aujourd'hui, non, mais la Libye avant était proche aussi de l'Union soviétique, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est pas. Voilà, donc c'est pour ça que l'Égypte se rapproche de l'Union soviétique, c'est que la Libye passe un peu de l'autre côté. Absolument. Donc il y a, on dirait, une espèce de. Je pense qu'il y a une redistribution des cartes politiques, et ça, les leaders politiques africains le voient bien aujourd'hui. Il y a une vraie redistribution des cartes. Hein. Ne pas l'oublier quand même, cette redistribution. Il faut inscrire cela dans la logique aujourd'hui internationale qui est que l'Amérique veut aujourd'hui avoir le leadership au Moyen-Orient. Donc on l'a vu avec les dynasties qui commencent un petit peu à s'agiter. On a besoin que ce soit quand même assez stable. Donc le roi fait bien de se positionner avec les Américains pour dire je suis le pacificateur. Alors je pose la question à Toussaint Allain. Pourquoi maintenant, c'est vrai? Pourquoi la rencontre, elle aurait pu se faire bien avant? Mais simplement parce que le contexte est particulier. La démocratie est menacée dans cette partie de l'Afrique, avec justement la montée des islamistes. Et puis, pour les États-Unis, le Maroc est comme un centre de gravité, un triangle entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'est la première rencontre entre ces deux personnalités depuis l'avènement de M. Obama au pouvoir. Et effectivement, pour des raisons stratégiques, de sécurité, des raisons économiques, avec la poussée de la Chine, la poussée de la Russie et des pays émergents, les Américains veulent reprendre pied au Maroc, qui est le premier pays à avoir reconnu la souveraineté américaine il y a quand même plus de 200 ans. Et pourquoi maintenant? C'est vrai que la question qu'on peut se poser, mais d'ailleurs beaucoup se la posent, pourquoi maintenant? Pourquoi cette date-là, la rencontre, effectivement, là, il a fallu attendre maintenant pour que cette rencontre soit provoquée? C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je veux dire, on voit bien qu'il y a péril à la demeure dans cette partie de l'Afrique, avec le conflit au Mali, avec les événements qui sont survenus en Libye, et puis les développements du printemps arabe qui n'ont pas touché le Maroc, qui est un gage de stabilité. Vous voulez dire qu'il a été épargné? Oui, qui a été épargné. Il n'a pas été épargné. Ils ont plus ou moins contrôlé, mais ils ont géré parce que c'est le commandant des croyants, mais il n'a pas été épargné. Il faut quand même savoir que ce mouvement, cette montée, etc., alors après, on peut y voir la main de qui on veut derrière, n'a épargné personne. Et je crois que c'est pour ça que quand je parlais de redistribution des cartes, je pense que s'il le fait maintenant, c'est parce que justement, ils veulent préserver leurs arrières, parce qu'ils savent qu'effectivement, il y a beaucoup de manœuvres sur ces territoires, et de très grandes manœuvres. Et surtout parce que la stratégie américaine en Égypte a, semble-t-il, échoué et que sans doute les Américains recherchent un autre allié stratégique dans cette zone de l'Afrique. C'est intéressant ce qui se dit là, hein, Gabriel Barga. Par rapport au Maroc, la question brûlante, c'est le Sahara. C'est le Sahara. C'est le Sahara occidental qui a toujours été là comme... Le Sahara occidental est pour le Maroc un peu comme ce que les Touaregs sont pour le Mali. C'est-à-dire qu'un endroit qu'on a souvent actionné parce que... D'ailleurs, à quoi il joue Barack Obama là-dessus sur le Sahara occidental? On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop son rôle. Le Sahara on ne sait pas quoi. C'est à l'origine, avant que d'autres interviennent, à l'origine, c'est les opposants. Je vais juste laisser Aklim finir, Gabriel, et ensuite pour dire qui sont à l'originel, c'est les opposants au régime royal. C'est-à-dire qu'au départ, il faut quand même le savoir. Et donc le Polisario, c'est quand même des gens qui sont au départ dans un engagement politique contre le régime tel royal, entre guillemets. Gabriel Barga. En fait,
Vous voyez, je vais prendre le cas malien. Ça vous fait sourire. La question du Sahara occidental vous fait... Non, c'est pas la question du Sahara occidental, c'est le cynisme, en fait, occidental. Oui, dans des rapports de force précis aussi. C'est-à-dire que la stratégie américaine a toujours consacré 2 axes. C'est le cynisme qui me fait rire, mais je ris jaune. Parce que souvent, on va jouer avec une poche. On active les nationalismes quand ça nous arrange. On dit on va régler, on va pas régler, etc. etc. Toujours pour déstabiliser le gros, pour qu'il lâche un peu de l'Est. C'est ce qu'on essaye de faire avec le Maroc, pour qu'il renouvelle. Pour déstabiliser, pour rééquilibrer justement les rapports de force. Pour quelle raison, Loïc? C'est-à-dire que les Américains ont toujours voulu, dans leur stratégie, c'est un peu partout, toujours rééquilibrer les rapports de force. Avoir des leviers de pression sur les personnes qui sont leurs interlocuteurs. Comme si ça allait d'un si bon sentiment que ça pour les peuples concernés. Ils jouent leurs intérêts. C'est pour ça que je dis l'équilibre des rapports de force leur permet de jouer leurs intérêts parce qu'on a toujours moins d'équilibre. Sur l'Open ils ménagent aussi l'Algérie. Justement, il y a un face-à-face qui était très intéressant. Ensuite, après, je vous laisse avec les Mélodies. Gabriel, Loïc. Ils aiguillonnent. C'est-dire que on va aiguillonner quelqu'un qui va déstabiliser, je retiens mon mot, plutôt qu'équilibre, le pays qui est costaud, parce que c'est toujours des petites poches par rapport à un ensemble plus vaste, puisqu'on a divisé pour mieux régner. Il y a des pays qui sont sortis de la carte dans les années 50. Quand vous voyez le Mali, tout ça, on a découpé, je parle du Mali à dessein, parce que ces peuples sont des peuples qui voyagent dans toute cette étendue-là. On a découpé certains pays à la dernière minute, parce qu'on voulait créer, juste avant les indépendances, des petites poches encore à gauche et à droite pour déstabiliser les plus grands ou pour créer des poches de richesse naturelle. Le Sahara est très riche. S'il vous plaît, avec les Mélodies. C'est comme ça que les malentendus, y compris Maghreb, sont nés du redécoupage effectivement des Français. Donc il faut revenir à l'histoire. Et je pense que les États-Unis, sur le polysore, à quoi ils jouent, ils font de la diplomatie. Ils ménagent aussi le géant algérien qui est à côté, et à juste titre, parce qu'ils ne veulent pas mettre leurs œufs dans le même panier. Qui, d'un côté, effectivement, on met des poches de pression, que ce soit par le biais de la religion de ceux, qu'on met des poches de pression pour les amener à arquer un peu, à les faire négocier et à être plus tendres. Et d'autre côté, on ne leur témoigne pas d'animosité trop flagrante pour éviter qu'ils prennent leur distance. Donc c'est tout un jeu de subtilité et d'équilibre. Et là-dessus, bien sûr, que même si il y a la question du polarisateur, donc je pense qu'il va la défendre auprès d'Obama, mais je pense que les Américains vont écouter et vont essayer de regarder aussi leurs intérêts à eux en ménageant le géant pétrolier avec les gars à côté, etc. Allez, on est vraiment S'il vous plaît, messieurs, parce qu'il nous reste quand même 3 autres sujets à traiter, il va falloir aller très vite. Je vais juste donner la dernière parole, s'il vous plaît, à Toussaint Alain, et on passe au second sujet qui a retenu notre attention. Je voulais indiquer qu'en avril, les Américains avaient pris l'initiative d'une pré-résolution sur le Sahara occidental pour permettre à la mission des Nations Unies au Polisario de s'intéresser aux questions des droits de l'homme. Et cela a provoqué les vives protestations du gouvernement marocain, qui n'a pas du tout accepté que les Américains et l'ONU s'intéressent de près à ce qui se passe dans les camps de réfugiés au Polisario, etc. Et donc, la visite, c'est aussi un signe de réchauffement, parce qu'effectivement, le royaume marocain n'avait pas du tout apprécié cela. Donc les Américains provoquent cette visite pour d'abord leurs intérêts, mais ensuite aussi pour préserver leur position. Il y a aussi par ailleurs aussi des signatures, des accords économiques, une coopération. Oui, mais ça va de soi. Ça va de soi. Bon, allez, messieurs, on passe à ce second sujet. Ce second sujet, on va parler, bien sûr, 2 ans déjà. 2 ans déjà pour Laurent Gbagbo à la CPI. 2 ans déjà que, évidemment, Laurent Gbagbo, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais en tout cas, attend que sa situation puisse avancer. Le 11 novembre dernier, souvenez-vous, la CPI a décidé de maintenir Laurent Gbagbo en détention. Eh bien, messieurs, on va lancer le débat. Je sens que ça va être assez sensible. Pourquoi ce choix a-t-elle raison, la CPI, finalement, de retenir Laurent Gbagbo? Je commence par vous, Toussaint Alain. Je le rappelle, parce que vous êtes ancien conseiller de Laurent Gbagbo. Tout à fait. Ma réponse ne surprendra pas. Non, je pense que la CPI a tort de garder, de détenir le président Gbagbo. Son procureur est incapable de fournir les preuves qui impliquent Laurent Gbagbo dans des tueries, des événements de 2010 et 2011. Il faut que cette institution, qui ne poursuit que des Africains, remette en liberté le président Gbagbo. Remettre en liberté. Ensuite, je vous donnerai la parole. Hakim Elouli. Je l'avais déjà dit ici, donc c'est pas parce qu'il est là que je le dis. Moi, je trouve que la CPI, si pour moi elle veut avoir cette de noblesse, il faut qu'elle considère les gens de la même façon. Tous ceux qui sont traînés devant ce tribunal, ce sont que des Africains et des, entre guillemets, des gens qui se positionnés comme faibles sur l'échiquier de la politique internationale. Ou des fois quelques gens des pays de l'Est quand ils sont tombés. Et moi, je trouve que c'est quand même une des rares fois qu'on voit la justice mettre quelqu'un en détention préventive, en disant on n'a rien contre vous, mais on va vous garder le temps de chercher, le temps de trouver. Soit ils ont des faits avérés contre Laurent Gbagbo et il est jugé
et il répond de ses actes, soit ils n'ont pas de fait avéré, mais on ne peut pas maintenir quelqu'un en détention en attendant de lui trouver Vous des êtes faits. scandalisé par ça ou parce que c'est votre position de pro-Gbagbo? Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes pro-Gbagbo. Je suis ni pro. Non, mais attendez, moi je suis ni pro-Gbagbo ni pro-Antel parce que ça voudrait dire que je perds le fil de l'idée. Moi je suis pro-justice sociale, je suis pro-égalité, je suis pro que la justice internationale fonctionne de la même façon chez tout le monde. Et après, si Gbagbo a commis des actes, on lui les reproche, parce que c'est facile aussi de faire des supputations, etc. Eh bien, je crois qu'il lui a fait un procès d'intention. Moi, Gbagbo, je suis proche du parti qu'il représentait, puisqu'il est membre de l'Internationale socialiste. Mais ça m'empêche pas, et quand même, quand je suis socialiste, de ne pas faire l'autruche. Soutenir quelqu'un, c'est pas ne pas lui dire quand il a tort. Quand les gens ont tort, on leur rend service de leur dire. Quand les gens se trompent, il faut leur dire. C'est pas faire l'autruche. Et moi, je dis que c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Maintenant, on n'a qu'à mettre alors, à partir d'aujourd'hui, nous avons qu'à mettre tous les gouvernants africains en détention provisoire de façon préventive parce qu'il va se passer quelque chose. Allez, Loïc Amojo, justement, la question, pourquoi tant de flou autour de cela? Et puis, dans ces dossiers, il y en a plusieurs, dont celui de Laurent Gbagbo. Finalement, la question que je vous pose, c'est la CPI, est-elle réellement partiale? Est-ce qu'elle est juste? D'accord. Alors, disons que le contexte dans lequel la CPI fonctionne fait en sorte qu'elle ne peut pas être Sa relation juste. avec les chefs d'État. C'est-à-dire que déjà, d'abord, pour qu'il y ait une affaire de ce type, il faut que le Conseil de sécurité se mette d'accord, il faut que la CPI actionne des poursuites, et à chaque fois, c'est sur un angle précis. C'est-à-dire, on ne prend pas tout le monde, on prend l'élément précis qui gêne en fait la position, et c'est toujours cet équilibre américano-français. Alors, pour ce qui est du cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on constate qu'il n'y a que des personnes d'un seul camp qui sont poursuivies. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est ça qui est le plus important, c'est que dans tous les cas qui sont jugés à la CPI, on a le même déséquilibre. Donc, ce n'est pas un focus sur Laurent Gbagbo, c'est un focus général sur l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez finalement du fonctionnement de la CPI? Alors, c'est quoi je voulais terminer, la CPI je voulais terminer en disant que aujourd'hui, le problème de la CPI, ce n'est pas ce qui. Il faut une justice qui puisse juger tout le monde. Mais le problème, c'est le non-fonctionnement de la Cour de justice africaine. Mais là, tous autour du plateau, vous avez le sentiment, là, j'ai plutôt l'impression, vous êtes un peu d'accord, sauf Gabriel qu'on n'a pas encore entendu, que vous reprochez un dysfonctionnement à la CPI. Mais oui, c'est comme l'universel. Adil, c'est comme l'universel. C'est les Occidentaux qui sont porteurs de l'universel. Ils sont incapables de partager la part qui est chez les autres continents africains, etc. Donc la CPI, c'est pareil. On a l'impression que c'est les Occidentaux qui rendent la justice, mais que ce n'est pas une justice qui est la même pour tout le monde. Finissez votre phrase et je donne la parole à Gabriel Barga. De toute façon, quelle que soit la position, il faudra qu'il y ait une justice. Il faudra qu'on regarde, qu'un tribunal puisse se pencher sur des dossiers. Gabriel Barga, est-ce que vous parlez de dysfonctionnement? C'est vrai, est-ce qu'on peut reprocher, effectivement, qu'est-ce qu'on peut reprocher finalement à la CPI? On parlait du Front Polisario, du Sahara occidental tout à l'heure. Et ce sont les États-Unis qui partent de plusieurs milliers de kilomètres pour venir régler le problème. On parlera de tant d'autres questions et vous verrez toujours qu'on est toujours dans ce même schéma. Ça pose déjà la question générale de la souveraineté des États africains. Maintenant, quand on arrive au niveau d'une institution comme la CPI, ça a été rappelé, la CPI fonctionne sur saisine du Conseil de sécurité. Et on sait très bien comment fonctionne le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, par définition, c'est une institution politique. Or, l'idéal, il est alloué d'une juridiction qui puisse juger tout le monde qui commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. L'idéal est parfait, comme l'idéal onusien d'ailleurs. Mais à chaque fois, ce sont les plus forts qui prennent le contrôle comment dirais-je, de l'outil, de son fonctionnement et de sa philosophie. Et comme les mêmes sont impliqués dans les histoires, ensuite dont ils saisissent les juges de la CPI. Peut-on juger partir en jugeant de justice? Regardez, c'est Milosevic, par exemple, qui s'est retrouvé à la CPI aussi, pour ce qui est des pays de l'Orient. C'est-à-dire qu'on est toujours, comme il l'a justement dit, M. Mpanjo, on est toujours dans quelque chose qui met en contradiction ceux-mêmes qui prétendent porter le droit. C'est un vrai problème. Allez, petite conclusion. Quand on parlait d'injustice, tout ça, là. C'est une injustice. Pourquoi des chefs d'État africains seraient poursuivis alors que M. Bush, ancien chef d'État américain, vit paisiblement sa vie de retraité président? Vous poursuivez votre combat auprès de Laurent Gbagbo? Pardon? Vous poursuivez votre combat, j'imagine, auprès de Laurent Gbagbo. Vous vous battez au quotidien pour faire exister sa voix. Nous nous mobilisons pour expliquer sa situation et au-delà du président Gbagbo, celle du continent africain.
qui fait qu'aujourd'hui, le président kenyan ne peut pas gouverner tranquillement parce qu'il est sous la menace de la Cour pénale internationale. Et je leur ai dit, si le président Gbagbo est à la CPI, il faudrait aussi y conduire M. Bush, M. Chirac, Il n'y a pas M. une manifestation Obama qui se tient prochainement je crois ce week-end à Paris pour les 2 ans de détention du président Gbagbo. Voilà. Allez, messieurs, oui, rapidement, s'il vous plaît, Loïc Campanjo. Je veux dire qu'il ne faut pas simplement qu'on pointe une partie du problème. Le vrai problème, c'est que c'est pas de revenir à la situation d'avant 98, de dire pas de Cour pénale internationale, elle ne fonctionne pas. C'est de dire il faut transmettre les dossiers africains à la Cour de justice de l'Union africaine et qu'elle s'implique en amont des conflits. C'est-à-dire au moment où on commence à torpiller les constitutions, arrêter les opposants, qu'elle puisse avoir le levier aujourd'hui et assez de transfert de souveraineté pour directement interpeller les chefs d'État. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas être pour la souveraineté des États africains et sous-traiter les dossiers de justice avec des institutions internationales. Nous devons renforcer l'état de droit dans nos pays, donner les moyens à l'institution judiciaire et demander à nos juges de faire le travail. Je suis d'accord avec ce que dit voilà. Ce qui pose problème à la CPI, c'est le mode de saisine. Si au moins le tribunal international pouvait s'auto-saisir aussi, parce que c'est aussi ça, s'il était vraiment, il y avait une garantie d'indépendance, ça ne posait pas de problème, donc il pourrait poursuivre tout le monde de la même façon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il faut effectivement qu'on aille vers une justice internationale qui soit une véritable justice internationale, qui ne soit pas l'outil d'une partie du continent de juger les Africains alors qu'ils ne connaissent pas le contexte. Il faut que ce soit des juges africains qui s'occupent de ces problèmes. Et il y a une cour de justice à l'Union africaine, il faut qu'elle fonctionne. Il faut que ces dossiers soient traités dans une institution qui puisse aujourd'hui condamner un chef d'État et non pas en Occident avec tout le passif qu'on a derrière. Ce n'est pas la question de... Parce qu'aujourd'hui, il y a un débat, c'est l'impunité... Je comprends mieux maintenant où vous voulez en venir, effectivement. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'on dit il ne faut pas qu'ils soient poursuivis parce qu'ils sont présidents. Il ne faut pas qu'ils soient poursuivis parce que... Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait une justice, mais la justice ne doit pas se substituer à l'Union africaine. L'Union africaine, aujourd'hui, a sa Cour de justice. Moi, je vais plus loin. Bâtissons des États de droit et donnons les moyens dans chacun de nos pays à la garantie de cet État de droit. À la justice. Lorsqu'on change une constitution, lorsqu'on se met à torpiller des opposants... Alors, on a un peu dépassé notre temps accordé sur ce second sujet. D'ailleurs, il va falloir écourter légèrement sur le Burkina Faso. Gabriel Barga. Ce qu'il dit est très intéressant. La piste qu'il explore, M. Mpanjo, est très intéressante. De même que celle de M. Akli Meloui, qui imagine l'idée que la CPI puisse se saisir elle-même et non plus par des pays qui forcément sont mus par des intérêts politiques. Mais la CPI est une émanation du Conseil de sécurité. Elle ne peut pas s'autosaisir. Bien sûr, ce qu'on dit. C'est le Conseil de sécurité. Mais la CPI ne pourra jamais s'autosaisir. Non, on parle de ce qu'il faudrait. On ne dit pas ce qu'il veut faire. Mais ça, c'est un vœu pieux qui ne pourra jamais se réaliser parce que la CPI internationale... Est-ce que vous imaginez un chef d'État occidental? On a des idées qui parfois effectivement peuvent sembler pour nos téléspectateurs un peu utopiques. Et puis on a le réaliste ici qui nous rappelle un certain nombre de choses. C'est vrai. Alors les deux se valent, hein, j'ai presque envie de vous dire, mais en même temps, tout ça, Alain, je me rapproche un peu de son idée qui concédait. C'est vrai, il faut revenir un peu. Non, moi je vais pas si on pense qu'on ne peut rien changer, il ne faut pas faire de politique. Je pourrais répondre ça, M. Toussaint. Et je trouve que s'il est bon de si on pense qu'on ne peut rien changer, il ne faut pas faire de politique. Si on fait de la politique, c'est pour justement changer les choses. Et si aujourd'hui on en est là, c'est parce que justement on ne fait pas assez de politique. Et donc je crois qu'effectivement il a raison. En collaboration avec les cours de justice africaines, etc., il faut impliquer tout le monde. C'est comme l'universel. L'universel, c'est pas l'universel vu par les uns contre les autres. Si on veut avoir de l'universel, il faut partager la part de l'universel qui est en chacun de nous et non pas celle que les autres nous imposent. En fait, eh bien, c'est la même chose pour la justice. Allez, Gabriel Barga, et on passe à ce troisième sujet autour de la question des médias. Il y a deux problèmes qui reviennent dans tous les propos et qui sont fondateurs de ces interrogations. C'est la question de l'état de droit en Afrique. C'est-à-dire que plus les États seront solides solides et souverains, et mieux eux-mêmes seront à même soit de gérer des questions, soit de transférer dans le cas où on va vers un panafricanisme, c'est-à-dire qu'une Afrique politique. Parce que l'Union africaine aujourd'hui, c'est un agrégat de pays qui, pour un certain nombre, sont encore... de l'Union européenne actionner de l'extérieur. Allez messieurs, on passe à ce troisième. Malheureusement, je sais bien parce qu'on a encore deux sujets à traiter, s'il vous plaît. Vous pouvez le commenter d'ailleurs, ceux et celles qui nous regardent depuis votre écran. Vous pouvez commenter sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, c'est FDébat. Messieurs, direction le Burkina Faso. Burkina Faso. Pourquoi nous nous sommes intéressés au Burkina Faso? D'abord parce qu'ici, dans ça fait débat, on en parle très peu. Et puis il se trouve que là, toute la semaine, on en a parlé. C'est la conférence Communication, Paix et Démocratie en Afrique. Est-ce que le Burkina il est en train de se placer là sur le continent africain, justement
justement autour de cette question communication et médias. Je vous propose tout de suite de regarder ce sujet, de le découvrir. C'est par l'agence Afrique TV et on revient tout de suite ici le commenter. Regardez. Au pays des hommes intègres, l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre, se prépare bien. En témoigne l'exemple de la toute dernière télévision privée installée à Ouagadougou. BF1 est une télé numérique. Seul son émetteur est analogique. Le Burkina Faso est quasiment prêt pour l'avènement du numérique. Ce qu'il faut retenir dans cette démarche vers la transition numérique dans l'espace UEMOA, c'est d'abord l'organisation au sein de chaque pays. Il faut réussir à mettre en place les organismes permettant donc d'orienter les stratégies. Et c'est ce que nous avons fait au Burkina, c'est-à-dire nous avons mis en place un comité de pilotage au niveau décisionnel. Dans l'espace UEMOA, le Burkina Faso semble être en avance sur les 7 autres pays restants. Les experts de la Commission accompagnent désormais, à travers des conseils, les responsables des télévisions pour que cette transition de l'analogie au numérique soit bien faite. Si vous numérisez, il faut communiquer, il faut dire aux populations, expliquer aux populations qu'elles doivent changer. Mais si vous numérisez et que vous n'intégrez pas les autres télévisions dans votre multiplexeur, c'est comme vous prenez un gros avion qui va prendre de 500 places et vous avez une seule personne dedans. Ça ne sert à rien. Alors à ce moment-là, vous n'avez vraiment pas passé au numérique et vous ne l'avez pas bien compris. Avec l'éclairage des invités européens, les participations aux universités africaines de la communication de Ouagadougou se font déjà une idée de ce que coûtera la TNT aux États africains ou aux promoteurs de télévision. Il y a des coûts très importants qui doivent être engagés par des opérateurs de diffusion, par des États ou par les opérateurs de télévision eux-mêmes. Et ces coûts très importants sont les coûts de réalisation, de mise en œuvre, de déploiement des émetteurs numériques sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que pour émettre la télévision en numérique, il faut que les émetteurs soient numérisés sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est évidemment un coût d'infrastructure. Les Africains investiront pour la TNT des milliards de francs CFA. Les téléspectateurs devront eux aussi changer de poste de télévision. Alors en effet, effectivement, on peut noter dans ce reportage que beaucoup de défis attendent l'Afrique et puis surtout l'arrivée de la TNT. Est-ce que l'Afrique sera prête? Parce que c'est ce qu'on note d'ailleurs dans ce sujet-là. Effectivement, tout est dit. Moi, je ne sais pas si c'est la priorité aujourd'hui de faire la TNT en Afrique. Ah bon? Pourquoi? Bon, ben écoutez, parce que ce qu'on investirait dans les émetteurs pourrait être investi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les centres de santé, etc. On va toujours trop vite en Afrique. Vous voyez, je vois le développement de la téléphonie. On est passé du fixe qui a été totalement oublié pour aller vers la téléphonie mobile parce que cela permettait à des multinationales de gagner des centaines de milliards de francs CFA. Bon, ceci dit, c'est bien de passer au numérique, ce qui permettra d'augmenter l'offre des chaînes de télévision aux populations. Simplement, il ne faut pas que ces médias agissent contre la paix. Il faut que ce soit... Vous nous disiez ça ici tout à l'heure. Comment le fixe aurait pu amener le développement? Par exemple, par rapport au portable. Permettre au téléphone d'arriver dans les villages, dans les zones rurales. Aujourd'hui, pour réduire la fracture numérique, le téléphone fixe aurait pu permettre de mettre en place des infrastructures, notamment dans les écoles, dans les hôpitaux, permettre aux médecins de travailler, d'avoir accès à la connaissance. Voilà, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que tout cela soit réfléchi. Ça veut dire que les défis qui attendent notamment l'Afrique, alors vous avez souligné la santé, etc. Mais bien sûr. Mais je pense quand même tout de même, la TNT, aujourd'hui, l'Afrique doit être aussi en phase avec les nouvelles technologies. Je ne suis pas contre la TNT ni contre les nouvelles technologies, mais j'ai dit simplement que... On va essayer de s'écouter, s'il vous plaît. Messieurs, finissez votre phrase et je donne la parole à Loïc et ensuite à Klimeluli et Gabriel. Je ne suis pas anti-TNT parce que je suis d'abord un homme de communication et je pense que c'est une dynamique dans laquelle il faut s'inscrire. Mais simplement, je suis toujours étonné par l'enthousiasme de nos dirigeants qui chaque fois oublient des sujets essentiels pour aller vers des sujets secondaires. Voilà, les télévisions publiques ou privées africaines doivent déjà commencer par produire des programmes de qualité, avant de chercher à avoir des émetteurs. La TNT, justement, va permettre cela. Écoutez, Loïc, si vous faites une mauvaise émission, ce n'est pas la TNT qui lui donnera une qualité. Non, je suis vraiment très positif sur ce sujet parce que je pense que
tout ce qui est dans la démarche d'une innovation sur le domaine médiatique est toujours bien vu parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est le média quand même qui est le plus diffusé. Les gens se retrouvent devant la télévision et toutes les innovations devant la télévision, ils y sont sensibles. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une prise en compte de certaines particularités. Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai entendu un des acteurs se plaindre du fait que voilà, si cet élément n'a pas été assez anticipé, tout le monde ne pourra pas en bénéficier parce qu'il y a des investissements par ménage. Mais je pense qu'en soi, c'est une bonne chose. Encore, il faudrait que ce soit orienté vers une libéralisation. Et quand j'entends libéralisation, j'entends liberté dans l'espace audiovisuel qui puisse permettre aux acteurs locaux d'investir, pas que ce soit quelque chose qui soit essentiellement détenu par des acteurs. Hakim Elouli, s'il vous plaît, et ensuite Gabriel. Je pense que ça revient à ce que je disais, mais effectivement, il faut qu'il y ait la liberté de la presse, etc. Ça va être un vrai débat. Mais moi, je crois qu'effectivement, ce que dit Alphonse, il ne faut pas le rejeter. Alain, pardon. Alain, donc excuse-moi. Il ne faut pas le rejeter. Tout ça, Alain, absolument. Ouais, tout ça, Alain. Il ne faut pas le rejeter comme ça, parce qu'il dit une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui, on va sur la TNT, mais il faut l'électricité, par exemple, pour regarder la télé. Et dans certaines contrées, il n'y a même pas l'électricité. C'était ma dernière question. Voilà, donc il faut, à un moment donné, je crois qu'on n'a pas les infrastructures, et donc, et c'est vrai que là, on fait un peu de buzz et de vent, c'est-à-dire qu'on se félicite devant les nouvelles choses, alors qu'on n'a pas créé les conditions. Donc je crois qu'il faut créer les conditions, et après, il a raison. C'est vrai que sur le cadre des programmes, nous avons évolué. On le voit bien dans des pays qui sont beaucoup plus avancés, la qualité, etc., n'est pas encore au rendez-vous. Et donc, j'espère qu'effectivement, l'arrivée de la TNT va permettre la qualité, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il faut l'électricité, qu'il faut des hôpitaux. Il ne faut pas oublier aussi, je crois qu'il n'y a pas de question prioritaire. Je crois qu'il y a une approche globale pour ce développement, et il faut ne pas en oublier les ingrédients de la façon globale. Enfin, Gabriel Mbarga, s'il vous plaît, en quelques mots. On est très en retard. Gabriel, s'il vous plaît. Oui. Je suis assez intéressé par le point de vue développé par Alain Toussaint sur le fait qu'il ne faut pas se précipiter. TNT veut dire quoi, à vrai dire? On nous ramène toujours des slogans. On nous amène des slogans à chaque fois dans lesquels on nous embarque. On nous embarque. Et parce qu'en fait, ça bénéficie à qui? Ça profite à qui? Ça profite pas à nous. On vous ramène une technologie qu'on a produite ici, et voilà, on cherche des nouvelles parts de marché, on vient nous séduire, on vient nous convaincre, et puis on ramène du blé ici. D'accord, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la TNT ou la BTS ou la BF1, comme on l'appelait là-bas. Ça m'intéresse pas. C'est le contenu. Le contenu, c'est quoi? La bataille médiatique aujourd'hui, c'est le contenu, c'est l'intelligence qu'il y a dans les programmes. C'est la guerre de la communication, de l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours nous donner un point de vue qui vient d'ailleurs. Au point qu'on a appelé cette chaîne BF1. Vous voyez comment ça joue dans les esprits. Oui, mais ce n'est pas ce qui résonne automatiquement dans l'esprit. Il a raison, c'est vrai. On pense à quoi? BFM TV, TF1. Allez, messieurs. Non, s'il vous plaît. Nous allons aborder ce dernier sujet. Nous sommes très en retard. Ce que je vous propose, il parle de blé. c'est tout de suite d'aller direction Tunisie, s'il vous plaît. La condamnation du rappeur Mané, et puis de celle qu'on connaît ici. Il y a la débattue, souvenez-vous, face à Gabriel Mbarga et aux côtés de Hakim Elouli. Elle s'appelle Hind Medeb. Elle était ici parmi nous dans Ça fait débat. Aujourd'hui, ils ont été condamnés. Regardez ce magnéto et on se retrouve tout de suite après pour en parler. En fait, j'ai été arrêtée le jeudi 13 juin. Parce que j'ai manifesté au sein de l'audience mon indignation suite au verdict qui a été prononcé contre un ami à moi qui est rappeur, qui s'appelle Ala Eddin Yacoubi, alias Would'El-Kaz. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour une chanson où il insulte la police et où il critique les violences policières. ما نشوفوش كنجيك ولد سليم جيبوك يا رئيس يا محامي يا بوليس يا مستشار كيما بكيت وبابا بوك ما شعل فيه النار غيا الحومه قندهار الكاس فاضي بديلي صار شيطان رجيم يديلي مين ابو عياط خدمو بيا السروي الليل هزوني للجبان البارح بيت في J'ai exprimé ma colère en disant mais dans quel pays on vit, mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, c'était plus la journaliste qui parlait, c'était la citoyenne ordinaire qui se sentait complètement impuissante face à un verdict qui était très dur, sachant que 2 jours avant, un autre verdict avait été prononcé. Un verdict qui a relaxé les fondamentalistes, les militants fondamentalistes musulmans qui ont attaqué l'ambassade des États-Unis en septembre dernier, qui eux ont été relaxés. Donc des gens qui attaquent une ambassade et qui mettent le feu à une ambassade avec des armes sont relâchés, sont libres. Et un jeune homme qui a écrit une chanson est derrière les barreaux.
D'ailleurs, on tient à saluer In Medeb, elle a tout notre soutien, notre consoeur, ici même. Parlons-en. Gabriel, vous avez peut-être des choses, une réaction peut-être d'abord? Je me souviens qu'elle était avec nous. La vie, elle est curieuse. Hein. Ça peut aller très loin. Quelqu'un qu'on a vu il y a quelques jours. Ici même, à la place de Toussaint Alain. Et je me souviens de sa verve, de son enthousiasme, de son engagement, de sa passion. Effectivement, on avait longuement parlé de la liberté de presse en Tunisie, qui était incarnée déjà à ce moment-là par l'arrestation. Je pense qu'on l'avait déjà arrêté, ce jeune rappeur, pour une chanson qui insultait la police. Voilà, qui indexait un peu la police et ses méthodes. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur la Tunisie qu'on en a dit dans une émission précédente, sur le fait que c'est un pays qui est en train, après le souffle, la bourrasque révolutionnaire, de retrouver un modus vivendi. C'est pas très... Ça ne se passe pas très facilement, je ne sais pas. Hakim Elouli ? Non, mais on peut parler de la condamnation. Finalement, est-ce qu'elle est justifiée, cette condamnation? Alors, moi, je pense que c'est le propre des pays en voie de démocratisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est que dès qu'il y a une bourde à faire, ils la font. Ils plongent dedans. Donc, je pense que c'est une bourde politique d'avoir condamné... Pardon, Hakim, mais qu'est-ce que je te dis? Mais je vous dis, ça nous fait rire. Ouais, c'est normal. Voilà. Désolé, on n'est pas en train de... Je voudrais dire déjà à Inde toute mon amitié et mon affection et qu'on la soutient, mais ça ne va pas nous laisser augurer de ce qui va se passer en Tunisie dans la politique, parce qu'il faut faire attention. Et quand on parle de la Tunisie, on aurait pu très bien parler, puisqu'à l'époque, il y a eu des rappeurs en France qui ont eu des mots, et il y avait des fous furieux aussi qui voulaient... Et des fous furieux, et d'autres, et il y avait des fous furieux politiques qui voulaient les poursuivre et les emmener en prison. Donc il ne faut pas non plus, vous voyez, comme quoi... Vous parlez de Sarkozy, c'est ça? Je ne parle pas de nom en particulier, mais il y en a toujours des... Non, mais souvent, on a tendance à regarder la paille chez le voisin et de ne pas avoir la poudre qu'on a chez nous. Mais... Tout ça, Alain? Bon, je pense que notre consoeur et ses amis rappeurs s'en sortent plutôt bien, puisqu'il s'agit de condamnation des peines donc avec sursis. Bon, est-ce que ça montre aussi la limite du gouvernement? Je fais référence notamment à la liberté d'expression et la liberté tout court. Non, sincèrement, je pense que sur un fait, je pense que sur ce fait précis, on ne peut pas porter de jugement de valeur sur le rapport du gouvernement tunisien avec la question des droits de l'homme ou de la liberté d'expression. Je pense que c'est juste, comme a dit notre ami, voilà, une bourde, et on espère que cela ne se reproduira pas. Loïc Mpanjo? Alors, moi, je ne dois pas condamner les rappeurs qui s'expriment. Moi, je vais peut-être vous décevoir, mais moi, je suis assez optimiste quand il s'agit de la Tunisie avec les récents événements, malgré les reculs qu'on a failli avoir. Quand je vois des situations comme ça où on a simplement l'impression que le logiciel n'est pas encore assez... on a beaucoup de... C'est-à-dire les gens sont un peu pressés. Les gens sont pressés. On pense qu'on va avoir tout de suite la meilleure situation pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Il faut inscrire ça dans le temps. La Tunisie vient de faire une révolution. Ils ont pris un bon chemin. Ils ont réécrit une constitution. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se battre? Non, ça veut dire qu'il faut surveiller ça, mais comprendre ça également dans l'angle des rapports de force. Qu'il faut toujours avoir pour qu'on ait toujours un équilibre dans la société, pour que les libertés individuelles s'appliquent. Il y a des reculs. Il y a des avancées. Là, par exemple, c'est un recul, en effet. Mais généralement, je pense qu'il faut plutôt encourager les Tunisiens à continuer à aller vers... Mais tout en inscrivant cela dans leur logiciel particulier. C'est plutôt une bourde. C'est pas recul, parce que je crois qu'il faut... Et saluer d'ailleurs aussi, au passage, l'action, le combat que mènent nos amis tunisiens et tunisiennes, et notamment en France, et qui sont très actifs. Je crois qu'ils sont attachés à cette démocratie. Je pense qu'ils ont une occasion historique d'écrire une nouvelle page. Mais je ne pense pas que ce soit un recul. Je crois que c'est une bourde, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention que ça ne doit pas occulter justement ce travail qu'il y a à faire, même si le chemin reste à parcourir. Et je disais, quand je prenais le parallèle de la France sur des rappeurs et sur d'autres pays, je crois que dans tous les pays, on a un petit problème avec la liberté d'expression qui n'est pas propre à la Tunisie, c'est juste pour relativiser. Même en France. Voilà, on arrive au terme de cette première partie, messieurs. Effectivement, la Tunisie qu'on traite ici, n'est-ce pas, Gabriel Mbarga, et puis avec les Molili ici régulièrement. Merci à... Oui. Non, je voulais dire à Inde, elle passe un message qu'elle revienne très vite pour enflammer le plateau. Pour enflammer le plateau, et j'espère qu'on va la retrouver ici très vite face à vous. Parce que Gabi s'ennuyait de ne pas l'avoir. C'est pour ça que j'étais en retard. Allez messieurs, merci à vous. On va retrouver, vous le savez, Christian Vabé, qui est le président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire Alternative Crédible. Ça s'appelle RPCI, AC, et le fondateur du journal Ivoire Business. On parle de l'assassinat, vous avez suivi, j'imagine, cette horrible affaire, cet assassinat du journaliste ivoirien. Merci à tout ça. Alain, ancien conseiller de Laurent Gbagbo, merci à vous. À très bientôt. Merci à Loïc Mpanjo.
qui est le président du Titank Initiative Cameroun. Merci à vous. Merci à Lisa. Merci à Akli Melouli, véritable acteur politique, militant associatif au sein du Parti socialiste. Merci à nos amis maire adjoint. de nous avoir acceptés autour de ce plateau. Absolument. Et vous êtes maire adjoint aussi dans votre ville. Je m'adjoins à eux pour le débat. Absolument. Oh là là, que de joutes de mots et tout. Et enfin, Gabriel Mbarga, journaliste à Télésud. Qu'on ne présente plus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec autant de plaisir. Oui, bien sûr. Absolument. Allez, ne bougez pas, restez avec nous. Tout de suite, notre invité dans Ça fait débat sur Télésud et numéro 23 de la TNT française. Allez, dernière ligne droite, seconde partie de cette émission, si vous venez de nous retrouver, la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter CF débat. Merci à vous. Tout de suite, notre invité, nous recevons, eh bien, vous savez, le fondateur du journal Ivoire Business. Il s'appelle Monsieur Christian Vabé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'une horrible affaire, celle d'un confrère, d'accord? Vous êtes le fondateur du journal Ivoire Business. Alors, cet assassinat, je veux parler de Désiré Oué, journaliste ivoirien, qui a été assassiné à son domicile. Absolument. Il travaillait au sein de la rédaction. Pour Ivoire Business et pour Tomorrow Magazine. C'est l'un de mes correspondants en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Absolument. Est-ce qu'on connaît D'abord, cet événement s'est déroulé au sein de son domicile. Alors, à son domicile à Kogoudi, ce qu'on sait, c'est qu'à son domicile à Kogoudi, Abidjan, un quartier d'Abidjan, vers 20h, le 14 novembre dernier, 3 personnes qui ne sont même pas encagoulées arrivent, séquestrent femme, enfant, nourrisson de 3 mois, et puis on attend patiemment, voilà, arme au poing. Dès qu'ils prennent le bout de son nez, vers 20h, allez, il reçoit une décharge de rafales, les criblés de balles, et puis les individus qu'on appellerait les escadrons de la mort, parce que ça commence à faire débat, prennent leur 4x4, tirent en l'air dans le quartier, devant le voisin, tout ça, et puis s'en vont. Ce sont les voisins... C'est quoi? C'est une histoire de... Pardonnez-moi, mais ici, dans Ça fait débat, vous savez, on a bien abordé les questions que tout le monde se pose, mais est-ce qu'il y avait là un règlement de compte? Christian Vabé. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un journaliste, il a été tué en tant que journaliste, parce que certainement, il a dû mettre la main où il ne faut pas. Il a dû travailler, il a dû faire des investigations là où il ne faut pas. Aujourd'hui, tout se passe comme si tous ceux qui font un travail, qui gênent le pouvoir en place, peuvent perdre la vie. Pourquoi on disait de ce journaliste qu'il était pro-Gbagbo? Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il avait, en dehors de son travail en tant que correspondant d'Ivoire Business et rédacteur en chef de Tomorrow Magazine, c'est un journal chrétien, il était aussi président du Parlement de son quartier à Angré. C'est-à-dire que c'était pas un milicien, mais il défendait les idées de Laurent Gbagbo. Mais au vu aussi de tout le monde. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs, puisque après la chute de Gbagbo Laurent, il n'a pas quitté le quartier. Il ne se cachait pas. Il était même connu... il était même invité à la présidence. Il a couvert les dernières assises de la jeunesse à la présidence. Comment on le vit en ce moment même? Évidemment, on a vu les images de sa famille, de son entourage. Comment vous avez eu un retour de sa famille, l'environnement, le quartier? Le quartier est sous le choc, c'est la terreur. La famille est dévastée. Sa femme n'habite plus là. On ne sait pas où elle habite. Elle a dû partir se planter avec les enfants. Imaginez-vous avec un nourrisson de 3 mois. Ses frères et sœurs, c'est vraiment la débandade, c'est la peur. À tout moment, ils craignent pour leur vie. Et là, j'ai lancé un appel parce qu'aujourd'hui, il faudra que le gouvernement s'occupe de la sécurité. Sinon, il sera tenu pour responsable si d'aventure quelque chose, un malheur de plus arrivait. On va en parler justement du gouvernement. Est-ce qu'on connaît les auteurs, Christian Vabé? Alors justement, on ne connaît pas les auteurs. Le gouvernement n'a pas encore fait d'enquête, puisque la ministre de la Communication, dès les premiers moments de l'affaire, avait parlé de braquage, reprenant cela des coupures de presse. Alors justement, Christian Vabé, on va en parler. Le gouvernement, lui, nie toute implication dans l'assassinat du journaliste Désiré Oué. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ce que je réponds, c'est que le gouvernement, pour nier, doit faire une enquête. Ce sont les escandales de la mort qui ont tué Désiré Oué parce qu'il enquêtait sur un scandale sexuel à la présidence. Il enquêtait sur cette affaire comment dire, celui qui a révélé les 100 milliards de francs CFA de prêts du Congo, Brazzaville, au régime d'Alassane Ouattara. Et en plus, il enquêtait également sur l'utilisation de ces fonds. Parce que, puis, il avait aussi signé un article où il disait que Ouattara faisait partie des 10 plus grands dictateurs au monde. Vous voyez? Et puis, il a été tué en tant que journaliste parce que son ordinateur portable a été emporté, juste ça, son outil de travail, pour voir effectivement quels sont les sujets traités.
Donc c'est ça qui nous amène à dire qu'effectivement, il y a de fortes présomptions que ce soit un crime lié au pouvoir en place. Alors on a bien compris, Christian Wabé, c'est quelqu'un, ce journaliste qui est un confrère, vous le connaissiez très bien. Oui, je le connais très bien, c'est moi qui l'ai embauché quand j'étais encore directeur général du Var Business. Quelle réputation il avait journalistiquement? C'était un bon journaliste. Il n'avait jamais été pris à défaut dans aucune affaire de mœurs, dans aucune affaire d'escroquerie, dans aucune affaire d'argent. Comment il menait finalement ses enquêtes? Est-ce qu'il les menait jusqu'au bout? Est-ce qu'il corroborait les éléments? Est-ce qu'il découpait toutes les informations de façon à ce qu'il soit, y compris lui-même en qualité de journaliste, irréprochable? Pardon, je suis un peu désolé de poser toutes ces questions. Bien sûr, il était irréprochable parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interpellation quelconque. On l'a jamais interpellé. Vous étiez son patron, donc. J'étais son patron, donc je surveillais effectivement son travail en tant que fondateur, parce que maintenant le directeur général, c'est un autre directeur, parce que vous savez bien que je suis maintenant le président de la première force politique du Côte d'Ivoire, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire Atlantique Crédit. Donc il y a un lien direct, parce qu'aujourd'hui, Ivoire Business, c'est la bête noire du régime en place. Vous pensez? Moi-même, effectivement, quand j'étais encore directeur général d'Ivoire Business, j'ai fait l'objet d'une action en justice ici à Paris. Vous craignez quelque chose pour votre sécurité? Moi, je crains pour ma sécurité, pour ma vie. Je suis suivi par les gens de la sécurité de Ouattara en France qui me suivent. Et j'ai les preuves, j'ai fait les mêmes courants, j'ai fait les signalements, j'ai des images, j'ai des photos. Et la police française est au courant. Et donc, je crains pour la vie de mes journalistes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les journalistes d'Ivoire Business sont dans la clandestinité la plus totale. Disons-le franchement, est-ce que vous craignez ce qui est arrivé à Désiré Oué? Oui, je crains également ce qui arrive à Désiré Oué, que cela m'arrive à moi aussi. Parce que finalement, c'est moi qui suis visé en tant que le fondateur d'Ivoire Business. Et voilà. Parlons de cette liberté tout court. Pas de liberté d'expression, mais cette liberté tout court. Est-ce qu'on peut exercer le métier de journaliste de façon très libre en Côte d'Ivoire? C'est périlleux d'être journaliste en Côte d'Ivoire pour la simple raison qu'on a eu une série noire. Dès le 14 novembre, il y a eu Désiré Oué qui a été assassiné, crébé les balles. Quelques jours plus tard, un journaliste gouvernemental du Nouveau Réveil, Tadeu Dieumonde, qui enquêtait sur une affaire où un gradé de l'armée ne payait pas son loyer à une dame bien connue en Côte d'Ivoire qu'on appelle Tanti Oussou. Il a été menacé de mort par ce gradé. Et ce gradé l'a fait enlever par des escadrons de la mort. Désiré Oué a été pris pour cible? Exactement. Vous? Je suis également visé, menacé. Absolument. Alors dites-moi. Et après ça, il y a eu Landry Cohen. Est-ce que finalement, alors ma question c'est, est-ce que ces événements, est-ce que c'est pas quelque chose qui découle des affrontements entre eux? Les pro-Gbagbo d'un côté, les pro-Ouattara de l'autre? N'est-ce pas cela finalement, Christian Wabé? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie, la presse n'est pas libre. Ça va plus loin, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire où, quand Ouattara était encore opposant, il avait fait de l'escandale de la mort une priorité absolue. On se rappelle l'affaire Kiefer. C'est le Ouattara en tant qu'opposant qui avait tout fait pour que l'affaire Kiefer connaisse un début d'enquête. Mais bizarrement, quand il est arrivé au pouvoir, l'affaire Kiefer, plus personne n'en parle. C'est quand même bizarre. Parce que quand on est opposant, on s'intéresse à une affaire, quand on arrive au pouvoir, l'affaire, ça ne nous intéresse plus. Là, vous ne répondez pas totalement à ma question, Christian Wabé. Est-ce que vous ne pensez pas vraiment que ces événements découlent tout simplement entre les pro-Ouattara d'un côté et les pro-Gbagbo de l'autre? Je pense qu'il y a un lien absolu. Il y a un lien absolu parce qu'aujourd'hui, quand on est pro-Gbagbo, on meurt. Il y a le rattrapage ethnique, il y a les assassinats politiques. On est dans un régime, dans une dictature. Il faut le dire, dans un régime musulman dictatorial, il faut le dire. Pourtant, les musulmans, le Côte d'Ivoire ont toujours vécu en haute intelligence avec tous les signes du Côte d'Ivoire, mais le régime Ouattara veut instrumentaliser les régions. Effectivement, il y a une affaire de pro-Gbagbo et contre pro-Ouattara. Mais le peuple ivoirien n'en a pas besoin. Parce que je vous le dis, les Ivoiriens ont toujours vécu, les 60 années du Côte d'Ivoire ont toujours vécu en haute intelligence, de façon harmonieuse. Donc, dernière question, monsieur Christian Wabé. La question, c'est plus généralement en Afrique. Les journalistes africains, est-ce qu'ils sont encore en sécurité? Aucun journaliste africain n'est en sécurité parce que les pouvoirs africains n'aiment pas la presse, combattent la presse. Au lieu de faire en sorte que la presse fasse son travail, parce que la presse est d'abord là pour veiller à ce que les libertés soient respectées, pour dénoncer l'état du gouvernement et de la population et de la société, les pouvoirs en Afrique ont tendance à prendre la presse comme leur ennemi. C'est une aberration. En Occident, la presse est le premier pouvoir. La presse qui fait défaire les pouvoirs. Mais naturellement, les régimes en Afrique ne sont pas les régimes de vraie démocratie. Donc ils ont peur d'être défaits par la presse, donc ils combattent la presse. Voilà le fond du problème. Allez, on arrive au terme de cette seconde partie. Christian Wabé, vous allez subir un questionnaire
Tout le monde y passe, personne n'y échappe. Ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. Vabé, que représente pour vous l'Afrique? En un mot, pas de phrase. L'Afrique représente l'espoir à l'avenir. L'Afrique, quelle priorité pour vous? Un mot, s'il vous plaît. Priorité, développement, bonne gouvernance. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous, Christian Vabé? Le passé à éradiquer. À éradiquer. Vous êtes radical pour le coup, là, effectivement. Afrique et démocratie, vous répondez quoi, Christian Vabé? Beaucoup à faire, trop loin. Et enfin, pour celles et ceux qui vous regardent, un dernier mot. Vous avez un mot? Je lance un appel à tous les médias du monde entier à faire de la mort des Désiré Oué une priorité. Je remercie, je félicite Reporters sans frontières, l'ONU, les journalistes ivoiriens. J'appelle à une journée presse morte à la fois en France, comme en Côte d'Ivoire et partout en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Ici, on en parle ici. En tout cas, vous êtes le bienvenu ici. Vous revenez. Tenez-nous au courant, évidemment, y compris pour vous. Y compris pour vous. Si, je vous tiendrai au courant. On fera une marche ici avec tous les confrères français. Et je lance un appel à mes confrères en Côte d'Ivoire de faire de même. Et même à la population ivoirienne. On ne peut pas mourir parce qu'on a quelque chose à dire. C'est une aberration. Allez. On ne peut pas l'accepter. Merci à vous. Christian Vabé, je le rappelle, que vous êtes le président du Rassemblement du Peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Ça s'appelle le RPCI, AC. Et vous êtes aussi également le fondateur du journal Ivoire Business. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat continue, vous le savez, sur la page Facebook. Ça fait débat. Et puis sur Twitter, CF Débat. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.